Bonsoir à tous, bonne année à vous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 4 janvier. Il n'y aura pas de Dakar cette année. L'épreuve qui devait fêter ses 30 ans a pour la première fois de son histoire été annulée aujourd'hui. Elle a raison, les risques qui pesaient sur la traversée de la Mauritanie, et cela alors que 4 touristes français y ont été assassinés à la veille de Noël. Nous verrons comment cette décision a été prise et comment elle est ressentie par les concurrents. Autre titre ce soir et un sourire qui en dit long, c'est celui de Barack Obama aux États-Unis. Le candidat démocrate est arrivé en tête des premières primaires. Hillary Clinton subit un vrai revers. Côté républicain, c'est l'ancien pasteur Mike Huckabee qui a déjoué les pronostics. Mais attention, pas de conclusion hâtive. La course à la Maison-Blanche est encore très longue. Quelle est la situation ce soir au Kenya? Après plusieurs jours d'émeutes, le retour au calme constaté par nos équipes sur place aujourd'hui semble des plus précaires. Le président Kibaki a rejeté la proposition faite par l'opposition d'organiser de nouvelles élections. En France, alerte à l'inconscience de certains chauffeurs routiers. Ils seraient de plus en plus nombreux à regarder la télévision en conduisant. Information étonnante révélée par les personnels des sociétés d'autoroutes. Alors, acte isolé ou vraie tendance? Nous tenterons d'en savoir plus ce soir. Enfin, une exposition au château de Versailles. Elle nous dévoile un mobilier en argent massif qui nous rappelle les fastes du roi Soleil. Mais ces meubles ont été prêtés par les palais étrangers. Nous verrons pourquoi à la fin de ce journal. Le Dakar ne fêtera donc pas son 30e anniversaire. Le rallye a été aujourd'hui annulé. Les 2500 concurrents et accompagnateurs s'apprêtaient à prendre le départ à Lisbonne, au Portugal. Mais les organisateurs ont choisi la prudence. Depuis quelques jours, le ministre des Affaires étrangères les mettait en garde contre les risques encourus lors des 8 étapes prévues en Mauritanie, un pays où 4 touristes français ont été assassinés à la veille de Noël. Retour sur cette journée et cette décision qui est une première avec Julien Benedetto. 0 km au compteur. Les rutilantes mécaniques quittent Lisbonne ce soir sans avoir goûté la moindre dune. Épilogue d'un jour maudit qui avait commencé par l'attente fébrile de la décision des organisateurs. Le Dakar 2008 ne partira pas. Bivouac en état de choc. 551 pilotes privés de course. Pour la première fois depuis sa création il y a 30 ans, le Dakar est annulé. J'ai un peu les jambes coupées là, quand même, de l'annonce d'Étienne Lavigne. Beaucoup de déception parce que c'est vrai que le Dakar c'est une année de préparation, une année de... On pense qu'à ça. Anéanti, le projet de toute une vie. Certains pilotes amateurs ont investi jusqu'à 70 000 € dans l'aventure. Le Dakar annulé, la faillite guette les écuries semi-professionnelles. Les teams ne pourront pas rembourser les clients ni les sponsors parce qu'il y a eu 3 mois de main d'œuvre, des pièces. Donc je pense que ça va être très compliqué, ça va mettre une très mauvaise ambiance. Face à la menace terroriste, les dirigeants du rallye disent avoir obéi à la raison d'État. D'après les services secrets français, des groupes de la mouvance Al-Qaïda projettent d'attaquer des Français en Mauritanie. Des menaces qui font suite à l'assassinat le 24 décembre dernier de 4 touristes français dans le sud du pays. Depuis hier, le Quai d'Orsay déconseille fortement aux Français de se rendre en Mauritanie. 8 des 15 étapes du parcours étant programmées dans ce pays, l'organisation du rallye devenait impossible. L'avenir de la course en Afrique est désormais en suspens. Je ne pense pas qu'un organisateur aujourd'hui, quel qu'il soit, prenne le risque de retourner faire une épreuve sur ce continent-là. Et ça, c'est dramatique, quoi. Ce soir, le gouvernement mauritanien critique la décision française. Et on parle déjà d'une possible délocalisation du rallye vers le continent sud-américain. Alors les amoureux du Dakar sont déçus, mais les organisateurs ont préféré la prudence. Avec nous, l'organisateur de l'événement. Bonsoir Patrice Clerc, merci d'être avec nous. Tout d'abord, est-ce que le gouvernement et le ministère des Affaires étrangères vous ont tout simplement demandé d'annuler le rallye ? Non, vous savez, absolument pas. Je crois qu'on a des contacts étroits chaque année pour la préparation du Dakar. Et puis pendant le Dakar, avec le Quai d'Orsay, avec le ministère des Affaires étrangères. Simplement, cette année, la situation a évolué ces dernières 48 heures. Et l'évaluation du risque a été telle que le porte-parole du gouvernement a fait cette communication publique hier en mettant en garde tous les Français et notamment les organisateurs et les participants au rallye sur les risques qui existaient en Mauritanie. Dès lors qu'on parle de risques précis, de risques graves, eh bien, nous devions prendre cette grave décision. Cela veut dire qu'on vous a parlé de menaces réelles sur l'épreuve ?
Oui, je crois, vous savez, on peut pas rentrer dans le détail. À partir du moment où les plus hautes autorités de votre pays, de la France, disent publiquement qu'il y a des vrais risques et qui sont des risques de nature terroriste, je crois que c'est surtout ça qui a modifié la donne ces dernières 48 heures, parce que c'est clair qu'il y a déjà eu des problèmes en Mauritanie, nous les connaissons, mais depuis 48 heures, nous avions à faire face à ce monstre qui s'appelle le terrorisme, notamment avec cet horrible le nom Al-Qaïda et tout ce que ça véhicule. Et Patrice à partir Clerc, du moment où bien... c'est un tournant. Le Le Dakar devait fêter ses 30 ans. La géopolitique de l'Afrique, on l'a vu avec le Mali, l'Algérie et maintenant la Mauritanie est complexe. Est-ce que vous pensez que le Dakar repartira l'an prochain? Écoutez, c'est un énorme défi. C'est un énorme défi pour notre société, puis pour tous les gens qui travaillent toute l'année sur cette épreuve, et puis pour tous les participants, c'est de réagir et d'être à même de proposer en 2009 une aventure du même type. Et nous allons y travailler. Nous avons déjà des projets. Ça n'était jusqu'à maintenant que des projets, et ils vont sans doute devenir réalité. En tout cas, nous ferons tout pour. C'est notre défi. Merci, Patrice Clerc. Alors, le Dakar repartira-t-il ou pas l'an prochain? Une chose est sûre, l'épreuve a connu tout au long de ces 30 dernières années des hauts et des bas, des coups durs et des jours de gloire. Une aventure et des polémiques que nous retrace Christophe Duchiron. En presque 30 années d'existence, le Dakar a laissé dans son sillage la trace de l'exploit sportif, la trace du drame humain et la trace d'un spectacle troublant qui a fait le bonheur des uns et la critique des autres. Depuis 30 ans, le Dakar est une vitrine de l'Afrique, que des rouleurs de mécanique traversent en 4e vitesse, avec sous les yeux la splendeur des paysages et non la misère du plus pauvre des continents. Un jour, Thierry Sabine avait rêvé du Dakar. Un jour, il l'a créé, organisé et il en est mort dans un accident d'hélicoptère, à bord duquel se trouvait le chanteur Daniel Balavoine. C'était en 86. En 30 ans de Dakar, une cinquantaine de personnes ont trouvé la mort. Des pilotes dans l'exercice de leur passion et 8 enfants africains qui venaient voir passer les concurrents. Nous avons été victimes d'un braquage à 10 km d'ici. Il y a des coups de feu qui ont été tirés contre 2 concurrents qui sont arrivés au bivouac. Entre faits divers, compétitions féroces, aventures épiques, élan humanitaire sans lendemain, le Dakar, ou 30 ans d'histoire tourmentée. 19h et 23h, d'un braquage organisé par un commando armé. Les organisateurs, suite aux informations reçues des ministères français des Affaires étrangères et de la Défense, ont pris la décision de mettre en place un pont aérien. En l'an 2000, à son arrivée au Niger, le rallye est sous la menace d'un attentat terroriste. Alors les organisateurs mettent en place un gigantesque pont aérien entre Niamey et la Libye. Le rallye ira jusqu'à son terme, comme à chaque fois, en dépit des étapes neutralisées ou des parcours déviés. En 30 ans d'histoire, entre les Dakar et les pas Dakar, le rallye a connu des hauts et fait des bas. Pour la première fois, il est annulé. S'agit-il d'une parenthèse ou alors d'un point final? Voilà pour le Dakar. Aux États-Unis, il va définitivement falloir compter avec lui. Barack Obama a plus que réussi son premier test électoral. Le sénateur de l'Illinois, âgé de 46 ans, est arrivé en tête des caucus. Une victoire et un premier revers en revanche pour sa grande rivale dans la course à l'investiture démocrate, Hillary Clinton. Sur place, Alain Chaleron et Aaron Diamond. Au petit matin, Hillary Clinton a atterri sur l'aéroport de Manchester dans le New Hampshire. Et tout de suite, elle a repris sa campagne. Elle aura fort à faire pour effacer en 4 jours sa défaite d'hier. On a eu besoin d'un Clinton pour faire le ménage derrière le Bush numéro 1. Et je pense qu'on va avoir besoin d'un autre Clinton pour nettoyer derrière le Bush numéro 2. Barack Obama, lui, n'a même pas attendu d'atterrir pour savourer sa victoire avec les journalistes qui le suivent. Ils ont la santé, les candidats. L'image de la petite famille du nouveau favori à l'heure de son triomphe a fait le tour du monde, tandis que le candidat prenait des accents à la Martin Luther King. On se rappellera dans les livres d'histoire que c'est le moment, que c'est le lieu où l'Amérique a réappris ce que veut dire le mot espoir. Le sénateur noir l'a emporté largement grâce notamment au vote des jeunes et aux surprises des femmes. Avec Obama, je me sens pour la première fois dans ma vie comme une patriote, comme je peux
espoir dans mon pays, comme je peux aimer mon pays, je peux être fière d'être américaine et c'est quelque chose de complètement nouveau pour moi. Surprise aussi côté républicain avec cette confirmation éclatante de l'irrésistible montée du pasteur Huckabee. La course commence ici en Iowa, mais ce n'est que le début. Ensuite, ça passe par tous les États et cela va finir à la Maison-Blanche dans un an. Le milliardaire mormon Mitt Romney peut regretter d'avoir dépensé 200 millions dans cet État pour rien. Et on retrouve aux États-Unis notre correspondant Alain Chalvron. Bonsoir Alain. Alors pas de conclusion hâtive, mais ce sont tout de même deux éléments que l'on retient ce soir dans cette victoire d'Obama. Un symbole fort et puis un parfum de changement. Oui, je crois qu'on avait sous-estimé la volonté de changement des électeurs démocrates. Hillary Clinton a fait toute sa campagne sur le thème de l'expérience. Moi, j'ai passé 8 ans à la Maison-Blanche. Moi, j'ai passé 7 ans au Sénat. Moi, je. Sous-entendu, il ne fait pas le poids, le genou en face. Eh bien, Barack Obama, lui, du haut de ses 46 ans, promettait au contraire du nouveau, une bouffée d'air frais, du changement, de la jeunesse. Par exemple, il a promis de prendre langue avec les Iraniens dès qu'il serait élu. Alors Hillary Clinton a utilisé cet argument pour le ridiculiser comme un jeune naïf. Eh bien, c'est exactement le contraire qui s'est passé. Elle s'est ringardisée, offrant l'image finalement d'une politicienne classique, pas si différente de George Bush, elle qui a voté pour la guerre en Irak. Et ça aussi, on a sous-estimé le poids de ce péché. Alain, un élément d'agenda, les prochaines étapes importantes dans cette course à l'investiture arrivent très très vite. Oui, dès mardi, on vote dans le New Hampshire. Alors dans le New Hampshire, Hillary Clinton a un léger avantage dans les sondages, 4 points, mais 4 points qui risquent de fondre, tant est forte la dynamique créée par la victoire d'hier. Or, Hillary Clinton a absolument besoin de gagner dans le New Hampshire. Si elle perd, alors vraiment sa candidature sera, disons, en grand danger. Merci Alain Chalvron. Direction le Kenya maintenant. Le président Kibaki, qui a remporté les élections contestées par la rue, a rejeté aujourd'hui la proposition faite par l'opposition d'un nouveau rendez-vous électoral. Des élections qui ont été truquées, selon le ministre français des Affaires étrangères, Bernard Kouchner. Sur place, les affrontements se sont calmés depuis quelques heures, mais on parle déjà de 100 000 personnes qui auraient quitté leurs habitations pour se réfugier parfois dans des hôpitaux et même, vous allez le voir, dans une prison. C'est le grand format de ce soir à Nairobi, nos envoyés spéciaux Claude Sampère et Yann Moine. Ils ont fui devant la terreur. Dans ce petit camp installé à la hâte dans l'enceinte d'une prison, ils ont trouvé refuge. Là, le personnel pénitentiaire leur a donné de la nourriture, quelques cadeaux pour les enfants et des tentes. Dans tout le Kenya, il y aurait à l'heure actuelle près de 100 000 personnes déplacées. Dans ce camp, nous rencontrons Joseph. Il est arrivé ce matin. Il a fui son quartier avec sa fille, Maria Salomé, et son petit garçon, Mike. C'est terrible, dit-il, ce qui se passe là-bas. Mon voisin a été tué hier, donc je ne pouvais pas rester. J'ai tout laissé là-bas, je suis juste parti avec les enfants, celle-ci et celui-là. Joseph a laissé derrière lui sa femme enceinte. Elle est toujours cachée dans sa maison près de Nairobi. Avec nous, il repart la chercher. Son quartier, le voici. Ici, on trouve des Kenyans de tribus différentes. Et ces derniers jours, le quartier s'est embrasé. Des chasses à l'homme, des pillages et plusieurs maisons incendiées. Impossible de connaître le nombre exact de personnes tuées. Certains parlent de 3, d'autres d'une dizaine. Cette maison appartenait à une famille de l'ethnie Kikuyu, celle du président. L'homme qui nous parle appartient à l'ethnie Luo, proche de l'opposition. Et en quelques mots, il nous dit, on approuve ça, c'est normal, et on n'a pas de regrets. Dans chaque rue, on croise des gens qui s'enfuient. Les uns sont des Luo, les autres des Kikuyu. Il y a aussi des Luya et des Kalenjin. Pour un étranger, c'est quasi impossible de comprendre cette situation. Chacun se débrouille comme il peut. Ça devient le Kosovo, dit celui-là. Pourquoi on resterait? Personne n'est là pour assurer notre protection. Il y a des morts tous les jours, 5 par jour. Les uns et les autres ont peur. Leur seule solution, partir. Avec sa femme, Joseph prépare un petit sac en quelques minutes. Ensuite, on les raccompagne au camp des réfugiés. 2 heures plus tard, ils peuvent enfin retrouver leurs enfants. Ce soir,
toute la famille est en sécurité. Et on retrouve en direct de Nairobi Claude Sampère. Bonsoir Claude. On vient de voir votre Bonsoir. reportage. On peut dire ce soir que la crise est loin d'être terminée et que la situation est toujours confuse sur place. La situation ici est complètement dans l'impasse. Les deux camps restent complètement figés sur leur position. Vous avez d'un côté le président Kibaki qui refuse toute nouvelle élection et son opposant M. Odinga qui lui réclame de nouvelles élections. La journée d'aujourd'hui par exemple a été très confuse. Dans l'après-midi, un porte-parole du gouvernement dit d'accord, nous allons faire de nouvelles élections si les juges sont d'accord, la Cour suprême. Et l'opposition dit mais ça ne marchera jamais parce qu'ici tous les juges sont proches du président. En clair, même si c'est un peu difficile à comprendre, c'est simple. Personne ne veut céder du terrain et c'est une véritable catastrophe pour le pays. L'économie ici marche au ralenti, les touristes ne sont pas là, ils ne sont pas en train de faire des safaris, ils ne sont pas sur les très belles plages du Kenya et le tourisme ici c'est plus de 800 millions de dollars chaque année. Les Kenyans ce soir on sent une vraie lassitude, ils en ont ras-le-bol et c'est peut-être ce ras-le-bol qui va obliger les deux hommes politiques à enfin renouer les fils du dialogue. Merci Claude Sampère. Cette information maintenant en provenance de Colombie. L'enfant qui avait été remis à un foyer de Bogota serait bel et bien le fils de Clara Rojas. Un enfant né en captivité. Les premiers tests ADN auraient donné ce résultat. D'autres sont en cours. C'est un nouvel épisode dans l'imbroglio de cette affaire qui oppose les FARC au pouvoir colombien. Explication avec Zindine Boudaoud. Un coup de théâtre, un de plus à Bogota. Selon le procureur général, le fils de Clara Rojas ne serait plus l'otage des FARC si l'on se fie à l'ADN. Il y a des caractéristiques communes très spécifiques qui permettent d'affirmer qu'il y a une très forte probabilité que Juan David appartienne à la famille Rojas. Juan David et Emmanuel ne feraient qu'un. Le fils que Clara Rojas, l'ami d'Ingrid Betancourt, aurait eu dans la jungle avec un guerriero. Cet enfant de 3 ans que les FARC avaient promis de libérer avec sa mère. Hier, alors que les hélicoptères de la Croix-Rouge internationale repartaient bredouille vers le Venezuela, le président colombien a expliqué cet échec par le fait que les FARC ne détenaient plus le garçonnet. Peu après sa naissance, l'enfant a été placé dans cet orphelinat par cet homme. Ce sont les FARC qui lui auraient confié la garde de l'enfant. Il m'a dit qu'en 2005, des guerrieros des FARC étaient venus chez lui apporter l'enfant. Apparemment parce qu'ils ne pouvaient pas prendre soin de lui. Les conditions de vie étaient trop difficiles. Récemment, la guérilla aurait demandé qu'on lui rende l'enfant. De leur côté, les proches de Clara Rojas ne comprennent toujours pas comment le garçonnet s'est retrouvé à Bogota alors qu'ils le croyaient toujours prisonnier des FARC. Ils devront attendre un second test ADN avant de peut-être rencontrer cet enfant né dans la jungle. Les images ce soir du président de la République qui est en Jordanie depuis quelques heures. Nicolas Sarkozy est arrivé à Kaba. Le chef de l'État s'est entretenu avec le roi Abdallah II de la situation au Proche-Orient. Le Premier ministre, lui, est en visite aux Antilles. François Fillon tenait à retourner sur place 5 mois après le passage du cyclone Dean. Un voyage durant lequel il entend parler du développement économique de la Guadeloupe et de la Martinique. Mais c'est un autre sujet qui a suscité ses commentaires, celui de la notation des ministres. Il faut dire que la décision suscite de nombreuses interrogations. Sur place, Alix Bouillaguet et Madi Diawara. Surtout, bien prendre des forces pour commencer 2008. Et visiblement, les ministres de François Fillon, eux aussi, vont devoir être d'attaque cette année. Car désormais, ils recevront régulièrement leur bulletin de notes. Ils passeront même, dès la fin du mois, un entretien d'évaluation avec le Premier ministre. Il ne s'agit évidemment pas de noter les ministres, on n'est pas à l'école. Il s'agit de noter les politiques pour, le cas échéant, redresser la situation quand une action, un engagement n'est pas tenu. La loi. Pas de notes, certains ministres seront sans doute soulagés de l'apprendre au moment où l'on parle de remaniement. En attendant, tous font bonne figure. Je viens de sport où on est évalué en permanence, donc la compétition m'a toujours excité, permettez-moi l'expression. Et certains sont prêts à tout pour décrocher le prix d'excellence auprès du Premier ministre. Le connaissant depuis longtemps, sachant que c'est un homme droit, solide, qui a une vraie morale de l'action, je veux témoigner que c'est un formidable chef d'équipe, voilà ce que je peux dire. Avec cette méthode, le Premier ministre version 2008 cherche de toute évidence à réaffirmer son autorité sur le gouvernement. Demain, François Fillon sera à la Martinique pour une nouvelle évaluation, cette fois-ci pas de ses ministres, mais de l'État, histoire de vérifier si toutes les aides promises après le passage de l'ouragan Dean ont été versées.
Et on n'a donc apparemment pas fini de parler du bulletin de notes des ministres du gouvernement. L'opposition critique le système et cette culture du résultat. Certains ministres ont été, il faut le reconnaître, un peu surpris. La pierre angulaire de toutes les questions suscitées par ce dispositif semble être les critères retenus. Voyons tout cela avec Alexandre Carra et Claire-Marie Denis. Une photo de famille qui ressemble de plus en plus à une photo de classe. Chaque trimestre, désormais, tous les ministres auront un bulletin de notes et forcément, il y aura les bons et les mauvais élèves. Les ministres, comme les autres, doivent rendre des comptes. Pour rendre ces comptes, une trentaine de critères d'évaluation ont été retenus pour chacun des ministères. Brice Hortefeux, ministre de l'Immigration et de l'Identité nationale, sera noté entre autres sur le nombre d'étrangers en situation irrégulière expulsés. Le ministre de l'Éducation, Xavier Darcos, pourra l'être sur le nombre d'heures supplémentaires réalisées par les enseignants. Christine Albanel, ministre de la Culture, sur le nombre de visiteurs dans les musées gratuits. Ça fait sourire de penser que les ministres vont se sentir évalués comme les cadres du privé, ce qui voudrait dire qu'ils pourraient avoir non pas une augmentation mais un maintien au gouvernement ou bien être remerciés. Pour cette évaluation, le Premier ministre a fait appel à Marcenco, un cabinet de conseil privé. Alors si en France aujourd'hui les pouvoirs publics représentent un marché de 350 millions d'euros par an pour les cabinets privés, d'habitude on évalue les politiques, pas les ministres. La part du conseil au secteur public assurée par le secteur privé, c'est à peu près 20% dans les différents cabinets. Et donc à titre d'exemple, nous travaillons pour à peu près 50 grandes villes, une trentaine de départements sur 100, à peu près 20 régions sur 26 et puis une quinzaine de ministères. Pour noter les ministres, Matignon assure n'avoir retenu que des critères objectifs. Une interrogation cependant, y aura-t-il, comme sur les vrais carnets de notes, une rubrique comportement général? L'information était à la une aujourd'hui de nos confrères du Figaro et à sa lecture, il y avait de quoi s'inquiéter. Ainsi, de plus en plus de chauffeurs routiers regarderaient la télévision et des films alors qu'ils sont au volant. Pire, ils conduiraient à l'oreille. Ce sont les personnels des sociétés d'autoroutes, témoins à répétition de ces situations, qui ont prévenu les pouvoirs publics. Alors, action isolée ou tendance lourde? Nous avons voulu en savoir plus. Lionel Feuerstein et Jacques Gérard. Sur cette aire de repos, près de Paris, les conducteurs de poids lourds affirment qu'ils ne regardent la télévision qu'à l'arrêt. Exemple avec ce conducteur italien. Mais jamais en roulant. Non, non. C'est pas possible. Cette année. Un sourire qui en dit long, car à quelques mètres de là, un conducteur français nous dévoile son installation. Juste au-dessus de son levier de vitesse, il a installé un lecteur de DVD qu'il avoue regarder en roulant. Au niveau de la sécurité, vous n'avez pas peur que ça vous perturbe? Non. 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 Non, parce que même en regardant un film, on est quand même concentré sur la route, quoi, je veux dire. Ordinateur portable, lecteur DVD à bas prix, les chauffeurs routiers s'équiperaient depuis 2 ans pour faire de longues distances. Le but, affirme-t-il, lutter contre l'ennui et la fatigue au volant. Ça concerne pour l'instant que 3 à 4% des conducteurs qui l'utilisent la nuit essentiellement, et pas du tout de jour car c'est trop dangereux de jour. Et c'est vrai que certains jours de la semaine, pour lutter contre l'endormissement, ça peut être une solution que certains conducteurs retiennent. Pourtant, selon les sociétés d'autoroutes, ces conducteurs sont tous potentiellement dangereux. Elles souhaitent désormais que l'État sanctionne ces comportements. J'ai demandé aujourd'hui à Michel Alliot-Marie que dès ce week-end et dès lundi de la semaine prochaine, les forces de police, de gendarmerie, de CRS sur les autoroutes regardent précisément ce qui se passe. Pour la Fédération nationale des transports routiers, le phénomène reste marginal. Elle rappelle que les accidents impliquant des poids lourds ont été divisés par 3 en 15 ans. Et si vous devez prendre la route, sachez que le trafic pour ce week-end est, vous le voyez, orange au niveau national dans le sens des retours demain et dimanche. Économie avec le baril de pétrole qui flambe toujours. Il affichait aujourd'hui encore plus de 99 $ à l'ouverture. Une hausse constante du brut qui n'inquiète pas, semble-t-il, l'industrie aéronautique puisque les 2 principaux constructeurs, Boeing et Airbus, viennent de battre un record en 2007, celui du plus gros carnet de commandes jamais réalisé. Le point avec Jean-Paul Chapelle et Diane Richard. Chez Boeing, on a misé sur cet avion et on ne le regrette pas. Le Dreamliner 787, un avion de rêve en ces temps de pétrole cher, il consomme 20% de moins grâce à sa structure légère en carbone. Il ne sera pas livré avant la fin 2008, mais les commandes ont déjà atteint des records. C'est l'appareil le plus rapidement vendu de toute l'histoire de l'aviation. Résultat, tout modèle confondu, Boeing prend un peu d'avance, 1413 commandes l'an dernier.
Dans son match au coude à coude, le rival Airbus n'a pas dit son dernier mot et promet des annonces surprises. Le marché mondial explose. Les compagnies aériennes sont devenues beaucoup plus matures au sens économique du terme. Elles gagnent désormais de l'argent, donc le marché va exploser. Malgré le coût du pétrole. Bien sûr, malgré le coût du kérosène, puisque le prix est payé par le consommateur et le consommateur a besoin de se déplacer. Donc il paye, il est pris en otage. Les clients ne manquent pas, comme ici au dernier salon de Dubaï. Compagnie du Golfe, compagnie asiatique, compagnie à bas coût, le relais de croissance est assuré. Dans son combat contre Boeing, Airbus a été pénalisé par les déboires de l'A380. Pénalisé aussi par l'euro fort qui rend ses avions plus chers que ceux fabriqués aux États-Unis. Jusqu'à présent, Airbus et Boeing se sont quasiment partagé le marché mondial. Ça risque de changer. La Chine se prépare à rivaliser avec ces deux géants. Elle vient de présenter le premier avion officiellement 100% chinois. 90 places, mise en service l'an prochain et déjà 171 commandes. Alors jeudi, la barre symbolique des $100 le baril de pétrole avait donc été franchie. Aujourd'hui, on l'a vu, il les frôle toujours. Voyons ce soir si nous pourrons un jour, à terme, se passer du pétrole. Luc Bazizin, Laurent Desbois. Imaginons un monde sans pétrole. Les éoliennes ne produisent aujourd'hui que 1% de l'énergie, peut-être plus à l'avenir, mais sûrement jamais assez. Les pétroliers reconnaissent eux-mêmes qu'il faudra diversifier les sources d'énergie d'ici 40 ans, mais ils s'accrochent encore à leur or noir. L'automobile, le poids lourd, mais le transport aérien ou le transport maritime seront encore essentiellement sur base pétrolière. En revanche, la génération d'électricité, elle sera très peu sur pétrole, il aura quasiment disparu, elle sera massivement sur gaz, nucléaire et charbon. Et pourtant, il existe déjà des solutions dans l'automobile, par exemple la pile à combustible alimentée par de l'hydrogène. Pour le moment, seul BMW et General Motors en commercialisent en série très limitée et pour cause, les pompes n'existent pratiquement pas. La voiture électrique, après son échec des années 90, pourrait bien réapparaître sous cette forme. En 2009, devrait voir le jour la fameuse Blue Car de Vincent Bolloré avec des batteries plus performantes au lithium, métal et polymère. Les transports sont responsables de 27% des émissions de CO2. La maison, elle, consomme 43% de notre énergie. Il faut donc là aussi trouver de nouvelles solutions. On pense peu souvent à l'impact du bois énergie ou de la géothermie ou du solaire, tous ces apports énergétiques de chaleur qui sont très importants dans les énergies renouvelables. Des solutions écologiques qui prouvent qu'un monde sans pétrole commence à être envisagé. Allons en Italie maintenant, et à Naples en particulier. Là-bas, la ville est une nouvelle fois confrontée à un vaste problème de déchets. 2000 tonnes d'ordures sont ainsi accumulées dans les rues. Et ici encore, cela peut paraître surprenant, la Camorra, la mafia locale, est montrée du doigt. Explication en Italie, Samassoula et Karine Guillaumin. Jour après jour, les rues de Naples disparaissent un peu plus sous les énormes tas d'ordures. Depuis Noël, 2000 tonnes se sont accumulées. Les Napolitains n'ont pas d'autre choix que de se débarrasser de leurs poubelles sur le trottoir. Résultat, ces paysages de décharge et une odeur insoutenable, les habitants n'en peuvent plus. Les médecins napolitains sont inquiets pour les enfants à cause de l'émanation des dioxines. Mes enfants et tous ceux de la région, qui se préoccupent de leur santé? Des particules toxiques provenant des immondices incendiées. Excédés, ce sont les Napolitains eux-mêmes qui y mettent le feu à la nuit tombée. Hier, les pompiers sont intervenus une centaine de fois. À cette nouvelle crise, les autorités napolitaines apportent encore une solution provisoire. Elles ont envoyé les forces de l'ordre pour ouvrir une ancienne décharge. Les riverains sont fous de rage. Ils nous envoient la police comme si on était des bandits. Mais nous, on réclame juste notre droit. C'est criminel de mettre une décharge ici. Une situation impressionnante mais récurrente à Naples. En cause, la pénurie de décharges, mais surtout la mainmise de la mafia locale sur le marché des déchets. La Camorra en obtient la gestion, puis elle assure un service plus que minimum. Les ordures rapporteraient plus que la drogue. Ce matin, dans les rues de Naples, des mannequins représentant le maire et le président de la région étaient pendus avec cette inscription « Adieu ordures ». La question des ordures à Naples et sa région non résolue depuis 14 ans illustre à la fois le degré d'impunité et le pouvoir de la mafia, mais également ses connivences avec les autorités locales. Retour en France avec la fermeture cette semaine d'une salle de prière musulmane à Antony dans les Hauts-de-Seine. Une salle qui était située dans une résidence universitaire depuis les années 80. La raison invoquée pour cette fermeture, des questions de sécurité, une décision contestée aujourd'hui encore. Reportage Fanny Stenler, Virginie Travers.
La prière du vendredi en plein cœur de la cité universitaire d'Antony. Une image faite pour frapper, mais qui risque de durer. C'est le début du combat de ces fidèles habitués jusqu'alors à prier à l'intérieur de l'un de ces bâtiments. Pour comprendre, retour en arrière. Juin 2005, même résidence. Depuis une trentaine d'années, ces étudiants ont à disposition une salle de prière. Ça, c'est la salle de prière pour les hommes. Il y a cette salle-là et la salle qui est derrière. De l'autre côté, il y a la salle réservée aux femmes, sœurs. Au fil des ans, ce local est devenu un lieu de culte quasi officiel, fréquenté par des étudiants mais aussi par des fidèles d'Antony. Une pratique tolérée dans un établissement public, donc laïque, et qui a pris fin il y a 2 jours. Mercredi, une vingtaine de policiers est venue fermer cette salle. La direction du Crous a invoqué des travaux de sécurité à mener d'urgence. En réalité, la situation ne pouvait plus durer. Pour moi, il n'y a pas de lieu de culte et il n'y a pas à avoir de lieu de culte dans une résidence universitaire publique. Voilà. Les fidèles ne comprennent pas. Ils trouvent la décision injuste et subite. Pourquoi ça fait depuis 1978 qu'elle existe, cette résidence? Pourquoi maintenant? Mais pourquoi exercer ce droit maintenant? Je pense qu'une vraie mosquée à Antony, il y a des villes adjacentes qui ont des mosquées. Pourquoi ici il n'y en aurait pas, quoi. Voilà, c'est tout. Ces croyants se sont déjà constitués en collectif pour tenter d'avoir gain de cause, avant qu'un jour peut-être une mosquée se construise à Antony. Et sachez que ce matin sur France 2, la candidate UMP à la mairie de Paris, Françoise de Panafieux, s'est déclarée favorable à la construction d'une nouvelle mosquée à Paris. Voici maintenant un nouvel épisode dans la saga qui touche la pop star américaine Britney Spears. La Lolita, devenue maman, ne cesse de démontrer depuis plusieurs années déjà que son succès précoce n'a pas été totalement, on peut le dire, assumé. Nouvel exemple de sa fragilité, donc l'intervention de la police à son domicile cette nuit, alors qu'elle refusait de remettre ses 2 enfants à son ex-mari, Dorothée Cochard. Britney Spears évacue de sa propriété de Los Angeles sous l'œil de l'Amérique entière. Pourquoi tirer sur l'ambulance? Pourquoi les déboires de Britney Spears font-ils vendre à ce point? La star américaine a été hospitalisée cette nuit après avoir été interpellée par la police. Elle avait refusé de rendre ses enfants à son ancien compagnon. La fascination médiatique qu'elle exerce et dont elle a fait le thème de son dernier clip ne date pas d'hier. Britney Spears a commencé comme petite starlette modèle, reine des shows télévisés dès l'âge de 10 ans. Une jeune fille blonde qui aime Dieu et ses parents, dit volontiers ne jamais boire d'alcool et vouloir se marier vierge. Quelques années plus tard, la jeune fille modèle tombe dans la cocaïne, sombre dans la dépression nerveuse, prend quelques kilos, se rase la tête, perd la garde de ses enfants. Ses déboires à la ville passionnent autant que ses performances à la scène. C'est la fascination de la chute, c'était l'enfant modèle, c'était le rêve américain. Et puis, sans crier gare, il y a eu une décadence terrible et maintenant c'est une chair à tabloïd. Malgré un succès en demi-teinte de son dernier album depuis le début de sa carrière, Britney Spears a déjà vendu près de 80 millions d'albums. Plus que Madonna sur la même période. Démon flamboyant ou ange déchu, même sur une mauvaise pente, Britney Spears s'inspire. Direction Versailles maintenant et son château où se tient en ce moment une exposition étonnante, le mobilier tout en argent du roi Soleil. Mais voilà, les objets que vous allez voir ont été prêtés par différentes cours d'Europe car ceux de Louis XIV n'existent plus. Le roi avait fondu ses propres meubles pour en faire de la monnaie. Nicolas Lemarinier et Damien Louvet. La nuit tombe sur Versailles et à la lueur des bougies, le château révèle son trésor disparu, le mobilier en argent massif de Louis XIV. Au sommet de sa gloire, le grand appartement du roi Soleil était meublé de fauteuils, tables et miroirs en argent massif, ciselés par les orfèvres de la manufacture des Gobelins. Les 200 objets exposés ici proviennent des grandes cours d'Europe. Le véritable mobilier de Louis XIV, eh bien, il a disparu. Le roi lui-même l'a fondu pour financer la guerre. En fait, c'est le trésor d'État, ce mobilier d'argent. Et au lieu de conserver dans des coffres cet argent, il le confie aux orfèvres. Louis XIV porte ses meubles à la fonderie en 1689.
Le mobilier avait coûté 10 millions de livres, le roi en tire à peine 2 millions. Ce n'est pas le métal qui fait la valeur du mobilier, c'est le travail des ciseleurs. Grâce aux rares esquisses, le trône du souverain a été reconstitué dans la Galerie des Glaces. Le monarque recevait ici même les ambassadeurs de toute l'Europe. Un seul but, impressionner le visiteur. Les ambassadeurs étaient introduits dans la galerie par l'autre extrémité, et donc au fond de cet énorme espace, ils voyaient la majesté du plus grand roi de la terre, comme Louis XIV se désignait lui-même. Avec le règne de Louis XIV, la mise en scène de la monarchie atteint son sommet. Le mobilier d'argent massif, tout comme l'architecture de Versailles, est une folie à la gloire du roi Soleil. Une fortune à jamais perdue, c'est aussi ça qui fait la légende de Versailles. Je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, l'annulation aujourd'hui du Dakar 2008. Le rallye ne fêtera pas son 30e anniversaire cette année. Le gouvernement français et les organisateurs ne souhaitaient pas prendre le risque de traverser la Mauritanie quelques jours seulement après l'assassinat de 4 touristes français à la veille de Noël. Voilà pour l'actualité de ce vendredi. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve dès demain, 13h, et pour le magazine, 13h15 le samedi. Dans un instant, la météo avec Valérie Alexandre, suivi du point route, Julien Pascal. 20h50, votre soirée de polar. Et ne manquez pas, ensuite, musique au cœur exceptionnelle avec Ebre Jerry. Excellente soirée et à demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.